Tu prends ton petit déjeuner chez toi et tu salues les passagers d'un avion qui passe devant ta fenêtre. Tu vis au 739e étage du X-Seed 4000. C'est une ville entière contenue dans un immense gratte-ciel. Cela semble surréaliste aujourd'hui, mais ça pourrait un jour devenir une réalité. Voyons ce dont on aurait besoin pour que ça se produise. Mais d'abord, parcourons la liste des constructions qui ont été un jour les plus hautes du monde. La grande pyramide de Gizeh, qui mesurait à l'origine 146 mètres, est restée pendant plus de 3800 ans la plus haute structure jamais construite par les humains. La cathédrale de Lincoln n'a ravi ce titre à la Grande Pyramide qu'en 1311, avec une différence de seulement 30 cm. Ensuite, le Washington Monument est devenu le nouveau champion. Puis, comme on commençait à utiliser de plus en plus l'acier, la Tour Eiffel est devenue la construction la plus haute du monde. Puis, ça a été le tour de l'Empire State Building. Il n'a pas gardé le titre longtemps, car de plus en plus de gratte-ciel ont été construits dans le monde. Avançons rapidement jusqu'à l'actuel détenteur du record, le Burj Khalifa. Il compte 163 étages et il est 2 fois plus haut que l'Empire State Building et environ 3 fois plus haut que la Tour Eiffel. Par temps clair, on peut le voir à une distance de 100 km. Il faut 1 minute entière dans un ascenseur à grande vitesse pour passer du rez-de-chaussée au niveau 124, où se trouve l'une des plateformes d'observation. Il a fallu 6 ans pour terminer cette merveille architecturale, qui est devenue l'un des symboles de Dubaï. Son emplacement le rend encore plus admirable. Si tu as déjà essayé de construire quelque chose dans le sable, tu sais à quel point il est difficile de rendre la construction stable. Les ingénieurs ont dû percer 192 trous sous les fondations en béton de 110 000 tonnes de cette construction massive. Ils ont également apporté des millions de tonnes de sable d'Australie. Oui, alors même qu'on est dans un désert, du sable supplémentaire a été apporté car lors des tempêtes de poussière, le sable local devient friable, presque comme de la neige. Le sable australien se tient mieux et se transforme en une base parfaite pour la construction. Grâce à la friction entre le béton et le sol, les piles ne bougent pas du tout et la fondation reste stable. Le même architecte a conçu un autre bâtiment qui est censé devenir le nouveau détenteur du record. La Jeddah Tower, en Arabie Saoudite, est censée mesurer presque 183 mètres de plus que le Burj Khalifa. Une fois terminée, la construction, faite de 80 000 tonnes d'acier, accueillera l'observatoire le plus haut du monde. La tour Jeddah aura 59 ascenseurs, dont certains seront à 2 étages. Le tiers inférieur du gratte-ciel sera composé d'espaces de bureaux. Les niveaux suivants accueilleront un hôtel de luxe. Et les 167 étages restants seront réservés aux appartements. La silhouette rétrécie du bâtiment est censée l'aider à résister au vent et à la gravité. La base sera certainement extra large pour rendre l'ensemble de la construction stable. Seul un tiers du bâtiment a été terminé jusqu'à présent et la construction a été interrompue pour une période indéterminée. Les raisons de cette décision n'ont rien à voir avec la géologie ou le climat. Les humains ont appris à faire face à toutes sortes de sols et de conditions. Par exemple, si on voulait construire un futur gratte-ciel dans une zone sismique active, on devrait le rendre flexible. Les piles peuvent supporter le poids du bâtiment, mais le socle en béton devra reposer sur d'énormes ressorts. Lors d'un tremblement de terre, le sol va trembler et bouger d'un côté à l'autre, mais les ressorts amortiront et compenseront le mouvement, de sorte que le bâtiment restera en place. Le vent est un autre problème pour les gratte-ciels. Plus le bâtiment est haut, plus les vents l'affectent. C'est pourquoi la plupart des gratte-ciels sont construits pour pouvoir se balancer dans le vent, ou bien ils ont des trous pour permettre au vent de passer à travers, au lieu de venir s'écraser contre la surface du bâtiment. Donc, en théorie, si on a les bons matériaux et suffisamment d'argent, on peut aller aussi haut qu'on le souhaite. Il suffit d'agrandir la base pour rendre la construction stable. Comme notre planète est de forme sphérique, il faudra s'arrêter à un moment donné. Mais même une base de cette taille serait suffisante pour supporter un gratte-ciel plus haut que le mont Everest lui-même. Le X-Seed 4000 devrait s'arrêter à mi-chemin de cette course, à 45% de l'altitude du plus haut sommet du monde. Le mont Fuji a été la source d'inspiration de ce projet, qui pourrait être construit dans le port de Tokyo. Il s'agira d'une ville autonome dans un seul bâtiment, principalement alimentée par l'énergie solaire. Cette ville pourra accueillir jusqu'à 1 million de personnes, et elles n'auront peut-être même pas à quitter leur immense maison, car il y aura aussi des bureaux à l'intérieur. Les ingénieurs devront résoudre plusieurs problèmes pour rendre le projet possible.
Comme le bâtiment comptera 800 étages, il y aura une énorme différence de pression d'air entre les niveaux supérieurs et inférieurs. Ils devront trouver un moyen de l'équilibrer pour que les résidents ne sentent rien. Ensuite, imagine le nombre de câbles électriques qu'il faudra pour permettre le fonctionnement de tous les gadgets et mécanismes. Il prévoit de les remplacer par des générateurs d'énergie renouvelable. La base du bâtiment devra avoir un diamètre d'environ 6 km pour supporter son énorme poids. C'est la même surface que la base d'une grosse montagne. L'ouverture au sommet laissera passer un peu d'air et de lumière naturelle à l'intérieur et allègera la charge sur les fondations. X-Seed 4000 détient actuellement le titre du plus grand bâtiment qui ait jamais été entièrement conçu, mais il ne figure pas sur la liste des bâtiments qui seront achevés dans un avenir proche. Les ingénieurs n'excluent pas qu'avec de nouveaux matériaux et des innovations en matière de conception, ce soit techniquement possible, mais cela coûterait beaucoup d'argent. Un autre projet ambitieux, qui n'est pour l'instant qu'à l'état de concept, est un gratte-ciel de 20 km de haut, ce qui correspond à 24 Burj Khalifa superposés. L'auteur de science-fiction Neil Stephenson, qui a développé le projet, a suggéré d'utiliser ce gratte-ciel comme rampe de décollage pour les fusées. L'auteur a étudié la physique avant de se lancer dans la science-fiction, de sorte que le projet pourrait être réaliste avec un acier de haute qualité approprié. Stephenson a affirmé que ce serait le moyen le moins cher de lancer des fusées dans l'espace. Mais les ingénieurs devraient se pencher sur la question des vents qui deviennent assez intenses à une telle altitude. En parlant de voyage dans l'espace, nous n'aurons peut-être même plus besoin de fusées pour y aller dans un avenir pas si lointain. Un ascenseur spatial pourrait nous emmener jusqu'à une altitude de 35 000 km. L'idée a d'ailleurs près de 150 ans, et la NASA et les chercheurs de différents pays sont d'accord pour dire que nous sommes maintenant assez proches de sa réalisation. Certaines entreprises affirment pouvoir en construire un d'ici 2045. La première grande étape vers cet objectif est de tester comment un ascenseur se comporterait dans l'espace. Il s'agira d'une expérience unique et un mini-ascenseur utilisé à cette occasion sera un prototype du futur grand projet. Les scientifiques essaient de trouver le bon matériau pour remplacer le câble ordinaire. Il devrait s'étendre sur des dizaines de milliers de kilomètres et serait trop lourd pour la future construction. Il semblerait qu'un matériau ultra résistant, le graphène, pourrait faire l'affaire. Tester et construire l'ascenseur adapté à l'espace, ainsi qu'un câble suffisamment solide pour le retenir, n'est qu'un aspect du projet. Un autre problème est celui des débris spatiaux, ces morceaux de fusées et de vaisseaux spatiaux en orbite autour de la Terre qui pourraient endommager la construction s'ils tombent dessus. Mais comme de nombreux esprits brillants travaillent à résoudre ce problème, nous pouvons être optimistes et attendre le premier lancement dans quelques années. Imagine que le poids de tout ce qui a été construit par les humains dépasse le poids de tout le reste de la vie sur Terre. Les humains eux-mêmes, les animaux, les champignons, les plantes et les micro-organismes. Et imagine qu'il ne nous reste pas longtemps avant d'arriver à court de place et que l'on doive déménager sur Mars en emmenant le plus de choses possible. Les principaux chefs d'État se sont tous tournés vers Frédéric Salazar, solutionneur de problèmes. Il informe qu'il doit absolument déterminer ce poids total appelé masse anthropogénique. Si nous devons être amenés à transporter le plus de choses possible sur Mars. Bien que Frédéric soit l'homme de la situation, il sait qu'il va avoir besoin de quelqu'un de fiable. Il pense à Annie Supernova, l'exploratrice audacieuse qui a le don de soulever les objets les plus lourds et qui est connue dans le monde entier pour ses exploits. Elle a déjà soulevé la tour la plus lourde du monde, le Burj Khalifa, et a déplacé la pyramide de Khéops. Annie Supernova est une véritable aventurière. Pour elle, il n'existe pas de mission trop compliquée et pas de chemin trop ardu. Elle ne craint pas de se salir les mains et elle va avoir du boulot si elle doit calculer le poids total des objets construits par les humains. Ça ne va pas être facile, mais Annie a une stratégie et elle compte bien examiner les matériaux utilisés pour la construction des bâtiments. Le béton, les briques et les métaux. Elle doit comprendre quels sont les bâtiments à transporter sur Mars et quels sont ceux qui resteront sur Terre. Annie va devoir s'aventurer dans des coins reculés de la planète. Certains endroits sont dangereux et difficiles d'accès. La mission commence. New York. Annie s'élance dans la métropole débordante d'activités. Elle soulève rapidement l'Empire State Building. Les passants sont confus et ne comprennent pas bien ce qui se passe. Annie prend note. Poids total 365 000 tonnes. Sur sa route, elle soulève encore quelques gratte-ciels. Chacun d'entre eux pèse 222 500 tonnes.
Elle estime que le poids total de New York s'élève à environ 3 milliards de tonnes. Bon, impossible de transporter New York. Elle remet les bâtiments à leur place, court à l'aéroport et part pour le Japon. Elle saute en parachute et se rend à la tour de Tokyo. Elle la soulève rapidement au milieu de la foule médusée. 4000 tonnes. Sous les regards perplexes des passants, elle se précipite vers un parc d'attractions qui semble abandonné. Difficile d'atteindre l'entrée. Des murs couverts de ronces et de lierre bloquent le passage. Il s'agit de Nara Dreamland, un parc fermé depuis des années. On y trouve de grandes montagnes russes à l'arrêt. Le terrain est couvert de broussailles qui poussent sur les structures des attractions et sur les vieux bâtiments. Les feuilles servent d'abri aux oiseaux et d'autres petits animaux. On dirait que personne n'y a mis les pieds depuis des siècles. Bizarre comparé à l'époque où le parc accueillait 1,7 million de visiteurs par an. C'est maintenant un petit paradis naturel. Annie soupèse le parc avec sa balance. Elle réalise que tous les matériaux peuvent être réutilisés ou démolis, afin de soulager la terre d'un poids inutile. Elle appelle son ami robot, le niveleur, qui arrive en un rien de temps, recycle tous les matériaux et débarrasse la terre de plusieurs milliers de tonnes. Annie prend quelques notes et s'envole pour Paris. Pas le temps pour les baguettes et les croissants. Elle pèse directement la tour Eiffel. Cette structure en fer forgé pèse 10 000 tonnes. Elle essuie la transpiration de son front et poursuit l'aventure. Annie rassemble ses affaires et se dirige vers l'Angleterre en sous-marin. Elle débarque sur la côte sud. Elle y découvre les forts Maunsell. Tout seul, en plein milieu de la mer, ils restent là, immobiles, tandis que leurs murs s'effritent et que des oiseaux marins font leur nid dans les fentes et les interstices des bâtiments. On dirait qu'ils vont s'effondrer d'un moment à l'autre, mais les piliers sont bien solides. Ils sont couverts d'algues et de crustacés qui attirent de petits poissons dont se nourrissent les nombreux oiseaux. Ces structures ne sont officiellement plus en activité depuis les années 50, mais elles ont été utilisées plus tard par les radios pirates, qui émettaient de la musique librement. Il n'y a plus que le chant des goélands maintenant. Annie utilise sa balance à suspension pour peser le tout. Elle plonge ensuite dans la Méditerranée, en direction de l'Égypte, pour peser la plus grande des 3 pyramides, la pyramide de Khéops, qui pèse 5 750 000 tonnes. Elle est constituée d'un mélange de calcaire, de basalte, de granit et de ciment. Annie fait quelques exercices de yoga pour s'étirer un peu après cet exploit et se dirige vers l'étape suivante. Elle rassemble ses vêtements les plus chauds et met le cap sur l'Arctique. Elle y découvre une vieille station météorologique. Ces bâtiments sont les seules constructions dans les parages et ils sont entourés de neige à perte de vue. Les ours polaires se sont installés dans les constructions et font désormais comme s'ils étaient chez eux. Ils sont assis dans la véranda et regardent au loin à travers les fenêtres. Annie se met à rire. On dirait vraiment qu'ils imitent les humains qui habitaient là autrefois. Les structures de 92 mètres carrés ou moins sont considérées comme de petites structures. Elles pèsent entre 22 000 et 45 000 kilos. Les ours s'y sont installés tout naturellement. Annie se dirige ensuite vers un climat plus chaud. Elle se retrouve en Chine, à proximité de la Grande Muraille. Elle soulève soigneusement des pans entiers de celle-ci, les uns après les autres. Cette construction atteint les 8850 km de longueur, le tout pour un poids colossal de 58 millions de tonnes. Épuisée, Annie récupère son matériel de plongée et se dirige vers le Vanuatu. Elle plonge et rejoint un endroit appelé Million Dollar Point, où l'armée américaine a coulé une quantité de matériel et autres véhicules à la fin des années 40. Plus Annie nage en profondeur, plus elle est émerveillée par la beauté époustouflante de cette montagne sous-marine, faite de machines de métal gisant dans le silence des fonds marins. Annie répertorie l'assortiment de vieux véhicules et, fascinée, remarque qu'ils se sont transformés naturellement en récifs artificiels. Des bernacles, du corail, des huîtres et des algues se sont progressivement attachés aux mécanismes d'acier, se nourrissant de minéraux et se transformant en forêt de végétation sous-marine. Chaque véhicule accueille une biosphère indépendante. Elle est sur le point d'appeler le niveleur, mais change d'avis quand elle voit que des centaines de poissons habitent dans ces machines abandonnées. Ils y ont trouvé un abri et un stock de nourriture quasi illimité. Il est temps de rentrer au quartier général et de faire son compte-rendu à Frédéric. Annie prend son temps pour rentrer. En survolant de nouveau la Chine, elle dénombre 50 villes abandonnées et en survolant les États-Unis, elle en enregistre plus de 3000.
En s'éloignant des sentiers battus, elle repère également une quantité d'hôtels, de phares, de monuments, d'églises, de châteaux et de toutes sortes de structures abandonnées. De nouveau, elle remarque par-dessus tout la richesse de la nature dans ces lieux qui ne sont plus habités par l'être humain. Annie arrive enfin au quartier général de Frédéric, épuisée. Frédéric lui souhaite la bienvenue et accueille le niveleur, qui vient à peine de les rejoindre. Le chef attend son compte rendu et Annie révèle son analyse. Selon ses recherches et ses calculs, le poids total de tout ce qui a été créé par l'homme sur Terre atteindrait environ les 1154 gigatonnes. Ce chiffre est en contraste direct avec le poids net de la vie sur Terre, appelé biomasse globale. On prévoit que d'ici 20 ans, la Terre sera totalement recouverte de masse anthropogénique. Annie fait le compte-rendu des sites et des structures abandonnées qu'elle a analysées. Elle pourrait sans aucun doute transporter les bâtiments nécessaires sur Mars, mais nul besoin de quitter la Terre. Il faut simplement débarrasser la planète de tout le matériel de construction de ces lieux abandonnés, que ce soit sur la terre ferme ou sous les eaux. La nature reprend toujours ses droits. Elle crée des biosphères à partir de ces matériaux et de ces structures laissées à l'abandon. Les ronces et le lierre recouvrent les murs, les arbres poussent au beau milieu des briques, les insectes se nourrissent grâce aux plantes et aux fleurs, les oiseaux font leur nid dans la végétation. Toutes sortes d'animaux ont trouvé refuge dans ces constructions. Ces structures sont devenues des abris. Frédéric reste assis en silence, pendant qu'Annie lui dit que les humains devraient s'inspirer des autres espèces vivantes et donner à leur terre une seconde chance. Le niveleur sourit et s'apprête à partir pour récupérer les matériaux abandonnés. Et Frédéric, lui, est prêt à rappeler aux humains à quel point leur planète est unique et merveilleuse.